BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30 en ce lundi. Quel plaisir de vous retrouver sincèrement pour une nouvelle semaine de tech. Vous le savez, on est là chaque soir jusqu'à jeudi, 19h30, 21h, 1h30, consacré donc à toute l'actualité des nouvelles technologies. C'est sur BFM Business et c'est Tech & Co, la quotidienne. Avec ce soir, au sommaire, pour bien débuter la semaine, eh bien écoutez ce juteux contrat qui va faire plaisir à ST Micro, un contrat avec AWS pour implémenter de la puissance de calcul dans ses data centers. On va tout vous raconter dans un instant. On évoquera aussi les projets d'Elon Musk qui s'est ravisé concernant Mars. Il va attendre un peu. Là, il va se concentrer sur la Lune. On va tout vous dire. Et puis tout à l'heure, je recevrai le directeur général de Deezer qui sera avec nous. Il s'agit d'Alexis Lanternier. Deezer qui fait certes la chasse à la musique sur l'intelligence artificielle, qui est un vrai fléau aujourd'hui. Mais on parlera aussi de toute l'actualité de ces services de streaming musical qui se livrent en ce moment une concurrence acharnée. Voilà le sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être là et bienvenue. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'ActuTech avec ce soir Fanny Bouton qui est là. Salut Fanny. Bonsoir François. Directrice du quantique chez OVH Cloud. Comment va le quantique chez OVH ? Ça avance bien. On est à 15 émulateurs quantiques, un ordinateur quantique en ligne, bientôt 3. Tout va bien. Ça avance, hein. Voilà une technologie prometteuse. On mise sur l'avenir avec le quantique. Et avec des Français, en plus, plein de beaux partenaires européens. Et voilà, et tu en es donc la patronne chez OVH. À tes côtés, nous avons Enguerrand Renaud. Salut Enguerrand. Salut François. Directeur de la rédaction de Satellifact. Tout va bien aussi ? Tout va bien. Je ne suis pas dans le quantique, mais ça va. Enguerrand qui est toujours à l'affût des derniers scoops liés aux médias et à la tech. C'est ça, hein ? Ouais. Voilà. Et puis Frédéric Simotel qui est là. Bonsoir Fred. Bonsoir François, bonsoir à tous. Journaliste à BFM Business. Et donc je voulais qu'on commence quand même ce Tech & Co par cette bonne nouvelle. C'est vrai que ces dernières semaines, lorsqu'on évoquait l'actualité de ST Micro, c'était plutôt négatif. Suppression d'emplois, réduction du chiffre d'affaires. Résultats financiers qui étaient en berne. Eh bien ça va mieux. Ça va mieux pour ST Micro, qui a annoncé aujourd'hui avoir signé un méga contrat avec AWS pour équiper en fait ses data centers avec ses puces. C'est un contrat de plusieurs milliards de dollars. Il faut savoir que en fait ST Micro était dans une situation compliquée du fait de la chute des ventes de voitures. Et étant donné qu'ils fabriquaient énormément de puces pour les véhicules et que la demande n'était pas là, on peut comprendre que c'était un peu morne pleine. Ils ont aussi des contrats avec des constructeurs de smartphones, notamment Apple. Là, il faut savoir que quelques, on va dire, petites parties du Face ID sont faites par ST Micro, qui est une boîte franco-italienne. Ouais, exactement. Voilà. Donc, on a ce fleuron des puces. C'est vrai qu'on évoque tous les soirs des puces, tous les soirs l'actualité des puces. On a ce fleuron qui a vécu des mauvais moments, mais qui là, visiblement, reprend un peu du poil de la bête, puisqu'on est toujours évidemment dans cette bataille acharnée, Enguerrand, concernant la puissance de calcul pour ces serveurs IA. Et ST Micro a sans doute une carte à jouer. Oui, alors il faut remettre les choses à leur place. Hein. Ce ne sont pas, ils font pas des GPU, d'accord. Ils font pas tout ce qui est véritablement plus, j'allais dire très très haut de gamme. Non. Tout ça, voilà. Donc c'est pas Nvidia. Ils sont dans une autre catégorie. Et là, on voit leurs wafers qui sont des microcontrôleurs, des mémoires, des transistors. Il y a même de l'analogique. C'est un peu plus basique. Oui, mais on ne joue pas la course au nanomètre là, de gravure, la finesse de gravure. Ils sont au-dessus au-dessus des 7, enfin ils sont pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est des composants, c'est des semi-conducteurs qui sont indispensables à la vie. Tu l'as dit, il y en avait beaucoup dans les voitures, il y en a beaucoup dans les voitures, il y en a dans les smartphones, il y en a dans les machines, voilà. Et en fait là, c'est plus pour non pas faire tourner les data centers d'AWS, mais optimiser, contrôler et faire en sorte qu'effectivement, si on fait mieux, si on gère mieux le data center, on économise énormément d'énergie. Et pour un acteur gigantesque comme AWS, c'est extrêmement important. Il y a un deuxième volet dans cet accord que tu n'as pas donné, c'est un volet capitalistique. Oui. C'est-à-dire qu'AWS va avoir la possibilité d'acquérir 25 millions de titres au prix de 28 €. Alors,
tu disais, ST Microelectronics n'est pas au meilleur de sa forme. Ça a valu 50 € dans les belles années, les années post-Covid, 2023. Voilà, ça vaut 2 fois moins. C'est une bonne opportunité pour AWS. C'est, à mon avis, une très très belle carte à jouer pour ST, puisque si ça marche chez AWS, ça marche. Alors là, ils sont à 27, parce qu'il y a eu évidemment... Ça pourrait marcher chez les autres hyperscalers. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Fanny ? Alors, c'est une bonne nouvelle, en effet, que ce type d'acteur s'intéresse à nos chaînes de production et en effet, on sait faire des belles choses. Ils sont vraiment... Là où ils sont intéressants à ST, c'est qu'ils savent faire du sur-mesure, des puces très spécifiques. En effet, pas de la microgravure à 0,7 nanomètres, mais par contre, ils savent vraiment faire des puces spécialisées. Ils travaillent d'ailleurs dans le quantique. J'y étais il y a 15 jours dans ces fameux labos, visiter la salle blanche, parce qu'ils vont graver les puces, les transistors de Coobly, les Français. Donc, tous les chipsets vont sortir de là-bas aussi. Et ça, c'est hyper intéressant. Ils sont dans une course à qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Ils s'agrandissent aussi, ils sont en train de construire et d'agrandir énormément. Il y avait eu beaucoup d'investissements du gouvernement. Après, moi, je vais pareil mettre un petit bémol parce que voir un fleuron français avec un capital américain comme ça qui rentre dedans, ça me fait toujours aussi un petit peu peur, ça me chagrine. Mais par contre, voilà, c'est très très bien, ça montre qu'on a encore un grand savoir-faire chez nous. Fred, ça soulagera aussi sans doute le patron de ST Micro, Jean-Marc Chéry, qui a vécu, on va dire, des mois un peu compliqués. Des mois un peu compliqués parce qu'évidemment, ils étaient beaucoup sur le secteur automobile. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un secteur qui souffre. On le voit encore avec Stellantis aujourd'hui. Et puis cette bataille de gouvernance entre la France et l'Italie, parce que rappelons que voilà, c'est une comment dirais-je, ça c'est vieux comme ST Microelectronics. Une direction bicéphale, j'ai envie de dire. On suit ça depuis les années 2000. Il y a toujours une difficulté. Et Jean-Marc mais ça ne marche pas super bien, finalement, on s'en rend compte. Alors, oui, mais c'est une espèce d'accord et de c'est toujours eu ça. Fonctionner. Et Jean-Marc Chéry avait bien géré ça. Parce que tu es les patrons de la recherche, après tu as l'Italien qui est revenu. Mais ça dure depuis 20 ans, c'est comme ça. C'est toujours... Tu as les usines à Catane, tu as les usines à Crolles, ils ne savent pas où... Quand on investit en France, il faut investir aussi en Italie. C'est assez compliqué à gérer. Je pense que ce qui peut être pas mal pour ST Micro, c'est évidemment au-delà d'un contrat. Alors, à long terme, ils sont sur 7 ans pour l'instant, puisque il y a cet échange aussi capitalistique. On verra. AWS ne rentre pas au capital. Pour l'instant, on verra ce qu'ils feront à l'avenir. C'est une sécurisation quand même de chiffre d'affaires pour ST Micro. Après, moi, je m'interroge aussi. On parle de souveraineté aujourd'hui. Voilà, c'est un Amazon qui vient rentrer dans tout ça. Comment Amazon va travailler? Est-ce qu'ils vont internaliser progressivement certaines chaînes? Est-ce que peu à peu, parce que ça c'est les risques. Alors j'imagine Jean-Marc Chéry, puis celui qui lui succédera sera assez intelligent pour ne pas se retrouver en lock-in fournisseur, mais il y a quand même ce risque parce que derrière, il faut savoir qu'ils vont aussi utiliser des instances AWS pour les aider à développer dans leur R&D et tout ça. Donc ça fait aussi, là c'est super pour eux, ça va de la puissance de calcul, du stockage, etc. Utiliser AWS pour parfaire le développement. Il y a encore 3 ans, j'aurais dit c'est super, alors allons-y. Là aujourd'hui, à l'heure où on parle un peu plus de souveraineté, je suis un petit peu plus, pas sceptique, mais circonspect un peu sur ce genre de deal. Tu rejoins un peu ce que dit Fanny. Je serais allé chercher un AWS, mais je serais allé chercher un autre acteur européen pour avoir, tu vois, même si l'autre n'a que 20%, AWS 80%, mais je serais allé chercher un autre acteur pour au moins ne pas tout mettre dans... Ouais, mais... mais est-ce qu'ils ont le choix Pardon. Est-ce qu'ils ont le choix Est-ce qu'ils ont le choix? Et 2, il faut quand même se souvenir, c'était quand ils ont annoncé un investissement de 5 milliards à Crolles, voilà, pour une nouvelle usine qui est sortie de terre, je crois. Qui est en cours de construction. J'ai vu les bâtiments. Et c'est un accord avec Global Foundry, le fondeur américain. Donc ça va, ils ont déjà fait des accords.
Vous avez mentionné qu'effectivement... Ouais, mais ces accords industriels, là, on rentre avec Amazon. Là, c'était accord industriel. Un autre domaine. Oui. Pour moi, il y a quand même un rapport de force un peu déséquilibré quand on fait une alliance. Voilà. Et là, c'est un peu ça. Il y a un très très gros et un moyen. C'est un peu ça. Après, je m'en réjouis, parce qu'évidemment, il faut aller chercher. On n'arrête pas de dire il nous faut des... Et on le voit, Mistral dans l'IA, s'il n'avait pas des investisseurs américains, ils n'en seraient pas là où ils en sont. Donc, attention au risque politique aussi, parce qu'il y a peut-être des politiques à un moment, ils vont se réveiller, ils vont dire qu'est-ce que c'est quand on voit ce qui s'est passé pour l'entreprise qui fait des petits ventilateurs pour les avions où tout le monde s'est mis. Et heureusement, le patron est arrivé en disant attendez. Je ne suis pas eu un truc stratégique, moi. Et 30% de mon chiffre d'affaires est en France. Enfin, ce n'est pas à cause de moi que les Rafales ne vont pas décoller. Mais voilà, je trouve bête qu'il n'ait pas réussi à mettre dans l'alliance un Français, un Européen, un Italien, peut-être s'il veut. C'est un petit peu ça mon regret. Après, est-ce que vous savez quels sont les deux gros clients de STMicro ? Apple et Tesla. Tesla, oui. Je crois même qu'ils ont du SpaceX derrière, etc. Ils ont vraiment... Samsung aussi, ils ont quand même beaucoup de bons clients. Ils fabriquent des composants pour Starlink, notamment pour les satellites qui sont envoyés et qui sont, je crois, même dans les récepteurs que vous savez, les antennes qu'on doit avoir pour réceptionner le faisceau Starlink. Eh bien, il y a des puces STMicro à l'intérieur, donc ils sont aussi dans des choses très intéressantes. Ce qui est très important quand on va aller voir à Grenoble, c'est qu'effectivement ils travaillent beaucoup avec le CEA Leti. Exactement. Et donc eux, ils font c'est une usine, voilà, c'est une bonne grosse usine. Et juste à côté, ils ont de la R&D. La R&D, c'est CEA Leti, et ils travaillent sur vraiment, c'est du très très haut de gamme. Ils travaillent sur les puces de 10, 20, 30 ans, dont les puces qui vont servir pour le quantique. Donc il y a à Grenoble, il y a un écosystème. Il y a un savoir-faire. Tu as Soitec aussi qui va faire tous les cônes qui permettent de graver les fameux wafers avec des couches très spécifiques, et ça demande vraiment un savoir-faire très pointu, et on a la chance d'avoir ça en France. Mais on n'a pas les investisseurs autour, c'est pour ça que c'est pas une quand on voit ces chaînes-là à l'image, il faut voir que c'est des installations qui ont déjà 15 ans en fait d'existence, et quand on va les visiter, on a l'impression que c'est le futur, et il ne faut pas oublier qu'on a encore ça. Là, rien que sur Kroll, c'est 6000 employés tous les jours qui viennent travailler. C'est gros, c'est beaucoup plus gros qu'on l'imagine. Tu évoquais Soitec, j'aurai le patron de Soitec, Pierre Barnabé, qui sera en Tech & Co. Ce sera mardi, le 3 mars, on sera au Mobile World Congress de Barcelone. Il sera sur notre plateau. Et ils font des trucs exceptionnels. Évidemment. Évidemment. Non, mais moi je vois ça, pour moi c'est un compromis pragmatique. Oui, bien sûr. Et puis dans un moment compliqué pour STMicro. Donc cette bouffée d'oxygène va faire du bien. Ce que tu disais, effectivement, ils ont pour eux une nécessité absolue d'avoir un nouveau débouché, à part l'automobile qui est beaucoup trop cyclique. Donc un débouché comme ça leur ouvre des perspectives. Ce qui est intéressant, c'est que dans leur portefeuille en fait, de clients, la data et le cloud ne représentent même pas 10% en fait. Et là, avec cette explosion de besoins, alors évidemment, ils ne font pas de la puissance de calcul brute, mais tout autour, il faut un écosystème. Et dans cet écosystème, ils ont leur partage. Il faut que ça marche. Donc, ils bénéficient aussi de cette surenchère de puissance qu'il faut pour l'IA. Et puis, il n'y a pas que les GPU, on l'a vu, les TPU, c'est plein de nouveaux types de processeurs et de puces très spécifiques dont il va y avoir besoin et dont on commence à avoir des pénuries. Et ils savent faire ce type de puces. Donc, c'est ça, c'est les composants pour les serveurs dans les data centers, c'est les composants pour gérer l'infrastructure, c'est les circuits aussi pour la gestion de l'énergie. Et là-dessus, c'est sûr qu'ils vont investir dans la R&D, donc ils pourront en tirer parti pour la suite, pour peut-être adresser de nouveaux marchés. Exactement. Donc on ne le répétera jamais assez, Cocorico pour STMicro. Enfin, comme ils sont italiens, c'est plutôt Cocorico. Il faut aussi faire plaisir à nos amis italiens qui nous regardent. Tu es à moitié italien. Eh oui, c'est ça. C'est 49-51 ou c'est 55 ? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très, très toi compliqué. Qui sais tout, c'est 49-51 ou... Non. Il y a une parité entre la partie française avec le gouvernement et la partie italienne avec le gouvernement, parce qu'il y a des investisseurs
Non, moi, toujours dit que créer une société avec 50% de part pour l'un et 50% de part pour l'autre, ça marchait pas, c'était pas une bonne idée. Voilà. C'est comme ça depuis 20 ans, 25 ans. Ok. Non, mais la partie, c'est plus... je sais plus quoi. Je crois que c'est 30-40% chacun. Ils ont 27,5% chacun, nous dit Léa, dans mon oreillette. 30-40% chacun, puis après, il y a les partenaires. Après, il y a les partenaires et c'est coté en bourse. Donc, il y a du flottant. Voilà donc pour ST Micro et on enchaîne avec encore une information made in France, le gouvernement qui donne un coup d'accélérateur à la plateforme de données de santé, plateforme de partage de data santé pour la recherche, et donc ce gouvernement qui lance la procédure aujourd'hui pour trouver un nouvel opérateur sécurisé. Créée en 2019, elle était jusqu'ici hébergée chez Microsoft, ce qui posait un problème de souveraineté. On s'en souvient, on en a déjà parlé ici. Hélène Cornet nous raconte tout ça et on revient juste après, bien sûr. Jusqu'ici, la plateforme n'a jamais vraiment décollé et pour cause, héberger toutes les données de santé des Français dans un centre détenu par Microsoft ne cadrait pas avec les exigences de la CNIL. D'ailleurs, l'autorité n'a jamais donné son accord pour un transfert global des informations de remboursement de l'assurance maladie. Trop de risques d'intrusion et la crainte d'être soumis aux lois américaines. 6 ans après, le gouvernement engage une migration vers une solution plus sécurisée. Le cahier des charges, un opérateur européen conforme techniquement, assez solide pour tenir la charge et qui possède la certification française Secnum Cloud. OVH et Thales, par exemple, seraient théoriquement en position de postuler. L'attribution se fera vers la fin du mois de mars. L'objectif est de permettre à la recherche médicale de piocher dans des données exhaustives et sur de longues périodes pour alimenter des projets de développement innovants, des enjeux de souveraineté sanitaire, mais aussi numérique. Assiste-t-on à un réveil de la souveraineté numérique en France ? Écoutez, il y a pas mal de signes en ce moment. Hélène Cornet vient de nous expliquer ce qui se passe là, avec donc ce Health Data Hub, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est hébergé, qui regroupe alors pas toutes les données santé des Français, mais une grosse partie, et qui était hébergé chez Microsoft. Et effectivement, depuis un moment, cette information fait débat, parce qu'on se dit, mais pourquoi est-on obligé de stocker ces données chez un provider américain ? Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir stocker ça en France ou tout du moins en Europe? Ça tombe bien puisque tu représentes OVH. Alors vous en êtes où ? Bientôt vous allez rafler ce contrat ou pas, Fanny ? Eh ben écoute, en tout cas, on va encore une fois se positionner. Ce sera que la 3e fois. Alors la première fois, c'est vrai qu'il fallait, c'était encore en cours de construction, mais depuis le 2e appel intercalaire, on était HDS et on était tout à fait qualifié pour le faire. Et là, maintenant, on est SNC, Secnum Cloud. Donc on pourra et on va de toute façon se positionner en effet sur ce nouvel appel dès qu'il sera demandé. Il y a beaucoup de fournisseurs potentiels aujourd'hui. Oui, alors si on regarde la liste parce que le Secnum Cloud, c'est un label qui est délivré par l'ANSSI, d'accord ? Et donc un label de très haute qualité de sécurité. Secnum Cloud 3.0, c'est vraiment un label de très très haute qualité. Très haut niveau, c'est plus haut encore que HDS. C'est encore plus haut. Et alors le premier qu'il a été, donc c'était pas OVH, il devait être le 2e, c'était Outscale, qui est le cloud d'Asso System. Après il y a OVH, Scaleway de Iliad, et puis Sense, Thales et Microsoft. Qui vont l'être ou qui le sont tous déjà, qui le sont. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont l'être. Si on regarde sur le site, il y a Bleu. Alors Bleu, je vous rappelle, c'est la co-entreprise de Capgemini, Orange et Google. Microsoft. Ah, c'est pas Microsoft. C'est Microsoft. Et Numspot. Google, c'est Sens. Voilà. Google, c'est Sens. Et Numspot, c'est Bouygues, Doka Post, et puis d'autres. Voilà. Donc, la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts. Et Outscale. Autant en 2019, Fanny, tu as raison, il y avait peu d'offres françaises capables. Aujourd'hui, il y en a. Donc c'est-à-dire qu'en 2019, il était légitime d'aller taper à la porte de Microsoft. Pour ces données santé. Il y a 2 choses qui ont changé. Un, il y a une offre française, bien sûr, d'accord, et qui est qualifiée. Voilà, qui est qualifiée. Et deux, il faut quand même voir la différence, c'est qu'il y a un problème géopolitique. Ouais. Là, quand on voit que les Américains... Si on fait l'analogie avec la défense, la plupart des pays européens ont acheté des avions de chasse américains. On vient d'apprendre que si
Mais les Américains peuvent bloquer les avions de chasse et tous les systèmes d'armement. C'est-à-dire que si on a une guerre, les Américains font ce qu'ils veulent. Là, on voit quand même, c'est embêtant, hein. C'est un peu embêtant. Avec l'arrivée quand même de l'administration Trump, là, on a vu le département de sécurité intérieure qui demande à Microsoft de lui fournir des données personnels de citoyens qui sont anti-Trump. Donc, il y a une dérive. On va quand même pas confier nos données de santé et la difficulté, ce que disait Fanny, elle va expliquer tout ça, c'est qu'une fois qu'on l'a donné, c'est très compliqué de leur reprendre et très compliqué de là, on va pas avoir le choix. Le coup de sortie. Alors oui et non, on va voir qu'il y a des zones intercalaires. Hein. C'est pas d'un coup qu'on peut passer de Microsoft à un autre cloud, et entre autres parce qu'il y a des conditions pour pouvoir ressortir ces données, la façon dont elles sont cryptées, installées sur les serveurs et tout. Donc ce sera pas non plus une mince affaire. Ça coûte de l'argent de remigrer en effet, et je pense de pouvoir repasser sur un autre cloud provider. Non, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est même au-delà du fait de demander les données de santé et d'avoir accès à ces données, les Américains n'ont pas, par exemple, de données de santé comme nous on a. Nous, tout le monde a été numérisé, tout est bien installé, etc. C'est des données qui ont de la valeur, même anonymisées, parce que quand vous voulez faire fonctionner des assurances, quand vous voulez faire des nouveaux médicaments, quand vous voulez faire tout un tas de choses, il y a un business à faire sur ces données de santé, au-delà même du service de renseignement, de savoir qui va être malade et autres. Et donc ça, les Américains, ils n'ont jamais été ordonnés comme l'Europe et la France sur leurs données. Donc c'est un vrai intérêt pour eux d'aller mettre la main dessus et de pouvoir continuer à les avoir. Et donc, oui, c'est plein de sujets. C'est que souvent, on parle de comment les protéger et d'avoir accès à données. Mais en fait, c'est aussi une valeur marchande qui serait bien qu'on garde. On garde, exactement. En fait, ce qui est important aussi, c'est pas seulement de stocker les données, nos données de santé, etc., de les sécuriser, tout ça, tout le monde peut savoir le faire. Mais c'est que derrière, ces données, elles peuvent être utilisées pour tout un tas de recherches, pour le traitement médicaux. Bien sûr. Et c'est ça où Microsoft a cet accès-là, et là, on peut un peu mieux verrouiller tout ça. Après, moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est l'argent. C'est très bien qu'on demande à un OVH Cloud, à un Cloud Temple, à un Sens et tout ça, d'y aller. Mais est-ce qu'ils ont l'argent pour maintenir tout ça ? Est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour ensuite mettre les outils IA qui vont aller taper dans ces bases. Oui, mais Microsoft, ils l'ont cet argent-là. Les autres, j'en suis pas sûr. Enfin, qui n'auront l'investissement. C'est toujours le problème de la poule ou de l'œuf. Si on leur donne pas de contrat, ils n'auront pas d'argent. Si on leur donne des contrats, il y a un moment, la commande publique, elle est importante aussi. Soutenir son écosystème. Il y a un moment, il faut que la commande publique soit fléchée pour effectivement faire grandir. Mais la commande publique, elle n'a pas d'argent. Tu vois, mais il paye bien Microsoft. Il paye bien Microsoft. Il paye bien Microsoft, non ? Microsoft, c'est pas gratos. Oui, mais Microsoft a des technologies qui sont déjà assez éprouvées dans ce domaine-là. Mais là, sur le HDH, les infras, elles sont là maintenant. Enfin, moi, j'ai pas parlé avec des médecins, j'ai parlé avec des chercheurs là-dessus. Les chercheurs, ils aimaient bien le côté Microsoft pour aller taper comme ils voulaient dans les recherches, et eux me disent qu'ils sont pas sûrs d'avoir les mêmes accès, les mêmes technologies. C'était pas très utilisé par les chercheurs, et c'était un des soucis il y a moins de 300 projets. Or, effectivement, ce que dit Fanny, on se rend pas compte, si on a des bonnes données de santé structurées, d'accord, on gagne un temps fou furieux dans les corps de patients pour mise au point d'un médicament. Et quand on gagne du temps pour la mise au point d'un médicament, c'est des milliards et des milliards de dollars. Non, c'est garder la souveraineté sur nos données, mais en plus garder on n'aura pas l'argent pour le faire, c'est ce que je dis, on n'aura pas. Mais c'est le souci. Regarde, on investit dans l'IA, mais c'est de l'argent américain. Mais ça coûte quoi ? Ça coûte des milliards de passer de Microsoft à, par exemple, OVH Cloud ou Scaleway ? Il faut quand même pas. Il faut quand même embaucher des gens, il faut quand même avoir les technologies pour ça. Enfin, tu vois, c'est. Oui, mais moi, c'est ce qui. Enfin voilà, moi on ne peut pas se résoudre à passer à côté.
On doit répondre. Mais encore une fois, après on verra. Hein, peut-être qu'ils seront 3 ou 4 à répondre en même temps, et puis on verra comment tout ça est réparti. Mais derrière, c'est ça. C'est moi ce qui m'inquiète toujours. Et on a connu ça pour plein de choses. On nous a parlé de l'open data. C'était super. On allait avoir toutes les données de transport en France et tout ça, et on pourrait faire des services. Tout ça, on a stocké ça. Ça dépendait du Premier ministre. Non, ça dépendait de même directement Nicolas Sarkozy, là, avec notre ami qui venait souvent avant, dont le nom m'échappe, il venait souvent en débrief ici. Je retrouvais son nom, qui travaille, et tout ça, c'est resté. Mais c'est resté perdu dans des, c'est resté perdu dans des bases de données. Mais là après les bases de données, les pétaoctets et le fait de les sécuriser, on sait le faire, et je pense que si tu veux, on sait garder des pétaoctets, des données de l'ESA, les données de santé, ça pèse moins lourd que des images qui viennent des satellites. Après, c'est comment tu les gardes et c'est comment tu les mets dans les bons bâtiments qui sont SNC. Est-ce que tu as l'argent pour derrière? Oui, mais après c'est des services, et ça s'installe en fonction de qui va les demander. Mais là, c'est de l'accès, c'est connu, et ça, c'est pas non plus si problématique. Vous n'êtes pas d'accord, hein, là? Non, mais moi je trouve ça bien que la France là, mais derrière, c'est. Non, mais on est absolument d'accord. Mais ça fait 10 ans, 20 ans qu'on dit qu'on n'arrive pas à développer des services numériques français. Mais moi, je préférerais qu'on investisse dans des plateformes de recherche et qu'on mette l'argent là et qu'ils aillent taper dans des bases. On peut faire les deux. Oui, mais tes données de santé, c'est pas n'importe quoi. Tes données de santé, c'est pas n'importe quoi. Et la commande publique, c'est le système américain de la commande publique a fait émerger des startups, des petites startups qui sont devenues Google, Microsoft. C'est la commande publique. Ça fait 10 ans que tous les rapports disent ça. Il faut que la commande publique mette du fuel dedans. Et une fois qu'avec cette commande publique, ils auront d'autres marchés. Et donc, ils trouveront de l'argent. Mais franchement, la commande publique, c'est indispensable. Ouais. Bon, écoutez, on verra bien. Moi, je suis plutôt de l'avis de Fanny et d'Enguerrand. Je pense que même s'il y a des difficultés, même si on va avoir un problème d'argent, il faut qu'on y aille aujourd'hui. Il faut absolument que... Les solutions elles sont là, les solutions. Elles sont là. Oui, voilà. Et tu vas faire... Et il n'y en a pas qu'une. Il y en a pas qu'une de solution. Il y a du choix maintenant. Moi, j'aurais donné de l'argent aux laboratoires de recherche, à tous ces gens-là, pour développer leur plateforme, pour attaquer les données. Là, j'aurais lâché de l'argent. Il faut en donner. Mais derrière, vous ne serez pas battu sur le fait de stocker les données sur un cloud machin où on verrouille un peu. C'est bon. Faites gaffe, parce que Fred Simotel, c'est le prochain du numérique. Et nos données de la DGSI qui sont chez Palantir, parlons-en. On arrête là, petite pause, et après on part dans la Lune avec Elon Musk. Certains vont dire, oh là là, ça serait pas mal qu'il aille sur la Lune. Ça, c'est les mauvaises langues. On va évoquer tout ça dans une minute avec Fanny, avec Enguerrand et avec Frédéric. Merci d'être là, tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, quasiment 20h sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Merci peut-être de nous rejoindre à la radio ou à la télé. Et je vous rappelle que, évidemment, à la fin de cette émission, vous pouvez retrouver les replays et les podcasts. Fanny Bouton est avec nous, directrice du Quantique chez OVH Cloud, Enguerrand Renaud, directeur de la rédaction de Satellifact, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Est-ce que je vais vous mettre d'accord sur les futurs projets d'Elon Musk? Elon Musk, il reporte son projet d'aller sur Mars. Mais oui, parce qu'il s'est rendu compte que c'était compliqué. C'est loin. C'est compliqué, c'est loin. Les fenêtres de tir, c'est tous les 26 mois. Alors, vous ratez une fenêtre de tir, il faut attendre 26 mois. Il faut 6 mois pour aller là-bas. Il faut aller 6 mois pour aller là-bas. Puis revenir. Et tu restes pas 2 jours. Et pas choper de cancer en cours de route. Je vous rappelle. Enfin bon, bref. Mars, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Alors, il est un peu trop ambitieux. C'est pas pour autant qu'il dit qu'il n'ira jamais sur Mars, mais l'horizon est un petit peu plus éloigné. En revanche, il dit que la Lune, ça c'est jouable. C'est jouable et ça peut aller relativement vite. Son objectif, c'est de créer une ville autonome sur la Lune. Parce que c'est toujours pareil, l'obsession d'Elon Musk, c'est d'assurer la pérennité de l'espèce humaine. Parce qu'il se dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver, la Terre explose, etc. Que va-t-il rester en fait de l'espèce humaine? C'est pour ça qu'il essaie de trouver une autre base sur une autre planète.
juste une remarque, si la Terre explose, la Lune explose aussi. C'est ce que j'allais te dire. Effectivement, autant Mars, on aurait pu imaginer que ça va aller. Mais c'est avoir une ville la autonome. Lune dépend de la Terre. Enfin, c'est un satellite. Oui, c'est un Je pense satellite. qu'il veut sa base sur la Lune pour pouvoir montrer qu'on est capable de vivre en dehors de la Terre de façon autonome. Bon, ça reste à prouver. C'est-à-dire qu'on puisse vivre sur une autre planète. Ça va être sympa. Voilà. Quand même un peu... T'as ça. Après, Qu'est-ce qu'on va rigoler Après, il sur, doit y sur avoir la d'autres Lune. sujets parce qu'il y a de l'hélium sur la Lune, il y a tout un tas de choses hyper intéressantes à aller chercher avec lesquelles il va pouvoir faire du business. Donc, je pense qu'en ce moment, il est en train de rationaliser et on voit qu'il fait plein de petits moves qu'il faisait pas avant sur ses voitures, SpaceX, tout ça. Il regarde quand même où gagner encore plus bien qu'on y d'argent. arrive un jour, parce que tu sais, nous, moi, je suis né à la fin des années 60, ou fin des années 60. Moi, j'imaginais qu'en 2000, ça y est, on vivrait sur la Lune, on aurait des voitures volantes, tout ça. Donc, il y a bien un moment. Et là, tu as ton vélo électrique. Et là, j'ai mon vélo électrique. Non, mais c'est vrai, la grande nouveauté, c'est que j'avais un vélo électrique. C'est quand même... Ça, tu n'imaginais pas ça quand tu étais tout petit. Je peux rouler avec un TGV à 300 à l'heure. Voilà. Bon, après, il faut quand même pas s'illusionner avec Elon Musk. Il fait du narratif pour faire passer son grand projet qui est la fusion de SpaceX et de XAI, qui est Grok et voilà. Et que le tout va être emballé, ça vaut, selon les analystes, 1250 milliards. Et il veut mettre tout ça en bourse et lever 50 milliards. Donc, il faut enrober tout ça. Et une petite histoire marrante en disant, tiens les gars, on va faire une ville sur la Lune. Ça fait toujours rêver. Et les financiers sont quand même des grands enfants. Ils adorent rêver. Donc on va leur fourguer ça en bourse. Et il faut une histoire derrière. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Oui, et puis il y a aussi quand même un certain Donald Trump qui a dit stop Mars, quoi. Priorité la Lune, parce qu'évidemment, il y a une compétition avec les Chinois qui sont à 2 doigts de retourner sur la Lune, et je pense qu'il y a véritablement cette course à être le premier à revenir sur la Lune, et il a dit clairement, Mars, on laisse tomber. Et je pense qu'Elon Musk n'a pas trop d'autres choix aussi que de mettre en parenthèse son projet, même si c'est son objectif final. Donc pour l'instant, répétition sur Mars, pour voir si tout marche. Et puis après, voilà. Sur la Lune. Oui, c'est sur la Lune, Mars, sur la Lune, et après Mars. Parce que d'un côté, on a un projet d'ingénierie qui est faisable. On a déjà vu, ils ont commencé à bâtir des choses, même avec la poussière lunaire, ils font des briques, et puis ensuite, avec l'impression 3D, ils font des choses. On sait qu'il y a des ressources minières et tout ça. On y est déjà allé, on a des retours, on sait comment est la Lune. Le côté humain, si tu as vu ce qui s'est passé avec les astronautes là. On revient en 2 jours. Ils reviennent en 2 jours, voilà, s'il y a le moindre problème. Tu as ça, alors que c'est vrai que Mars, c'est un problème logistique, tu l'as dit, biologique aussi, technologique. Enfin, il y a beaucoup d'ambition derrière tout ça. Et puis, il y a le facteur humain qui est important. Les ressources aussi, elles sont exploitables plus tôt. Si on creuse un peu et qu'on trouve... Après, il faut voir le coût quand même d'exploiter tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de minerais sur la Terre avant d'aller chercher, en chercher sur la Lune. Mais enfin bon, ça fait partie du narratif. Et puis, voilà, la cité lunaire, ça a une... Enfin, ça a une incidence immédiate. Évidemment, et tout le monde serait subjugué d'avoir... Enfin, moi, je trouverais ça complètement dingue de mon vivant de voir une ville, alors même une base lunaire. Une base lunaire. Cosmos 1999. Alors, Fanny, peut-être pas. Mais... Série. Oui, si, bien sûr que si. Ouais, c'est nous quand même. Ouais. Bah, à peine 10 ans. Ouais, mais bon, quand même. Il y avait les replays, j'avais temps X avec les frères Bogdanov. Avec une grosse télé, je ne sais pas si tu te souviens, ça faisait rêver. Et leurs appareils. Ils se regardaient comme ça, là, Dick. Non, mais tu as The All Mankind qui est passé plus récemment. Oui, et non, moi, ça me fait plus penser quand même à la dernière série Alien Earth, où justement, tu as, je ne sais plus, 2 ou 3 quadri-trillionnaires qui arrivent, qui ont tout le marché de l'innovation et justement qui se battent pour aller choper les espèces aliens, parce que ça pourrait faire des super armes biologiques. Donc des fois, j'ai l'impression un peu là-dessus. Et il y a un des personnages qui fait énormément penser à Elon Musk. Alien Earth, qui est la série dérivée du film Alien, qui est disponible sur Disney+. Voilà. Mais c'est vrai que là-dessus, faut pas. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Enguerrand, c'est le narratif de Musk. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette fusion, il est concentré dessus. On en a suffisamment parlé en replay si vous voulez découvrir. Il va gagner beaucoup d'argent.
d'argent dernière. avec ça. Hein. On l'a vu, il y a l'enjeu technologique, de mêler tout ça, et puis de nouveaux services, etc. Mais il y a surtout un enjeu boursier, financier, de dire, regardez, voilà, ces deux entreprises, ça va être merveilleux. Si je mets un peu mes batteries derrière, si je mets derrière mon Optimus qui aidera les humains sur la Lune, voilà, c'est la messe est dite, quoi. Il y a une belle histoire. Hein. Il sait écrire les belles histoires. Ça en ferait l'homme vraiment le plus riche du monde en plus. Hein. Ça le mettrait loin devant pendant un certain temps. Bon, et écoutez, je pense que ça, pour son ego, c'est bon. Il a voulu la Lune. on verra si on verra de notre vivant une ville lunaire. Oui, il dit. À moins qu'on ait des problèmes dans les 2 ou 3 prochaines années. Enfin, c'est vraiment du très court terme. Ouais, c'est jouable. Mais je me méfie des délais d'Elon Musk. Voilà. 2026, on devait être sur Mars. Hein. Ouais, et puis ça fait 5 ans qu'on devait tous rouler en voiture autonome, je vous rappelle. C'est Jean-Yves Le Gall, l'ancien président de l'ESA, qui m'avait dit un jour, mais on est sur Mars. Et hop, et il me sort son téléphone portable, il se branche sur une des applications de la NASA. De l'ESA, ouais. Et on entend les rovers qui sont, et on est branché sur les micros des rovers qui sont sur Mars avec un petit délai de plusieurs minutes, et on entend le vent sur Mars et tout ça. Il dit oui, on est sur Mars, on entend, c'est ce qui se passe en ce moment. Oui. Minutes sur Mars. Mais c'était une façon de dire voilà, quand on avance quand même. C'est déjà incroyable, mais c'est vrai que là les ambitions sont autrement plus puissantes. Dans l'actu aussi, on va revenir sur Google. Google, et on en parlait fin de semaine dernière, Fred, les résultats financiers de Google sont incroyables. Sur Mars. Stratosphériques. Et tout va bien pour Google. Sauf que tout va bien, peut-être pas, parce que justement, cette hégémonie qu'a Google d'être un numéro 1 sur plein de sujets, sur la recherche, le fait d'être aussi sur le cloud, sur l'intelligence artificielle, sur les smartphones, etc., commence à enquiquiner en fait le gouvernement américain qui essaie de casser un petit peu cette toute puissance de Google. C'est pas la première fois que ça s'est passé. Rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, ce sujet était au cœur de l'actualité, mais il y avait eu une décision en justice qui protégeait plus ou moins Google. C'est-à-dire que Google n'avait pas été impacté par tout ça. Qui reconnaissait sa position dominante et son abus de position dominante, sans conséquence. Mais qui ne donnait pas des remèdes, et le premier remède était la vente de Chrome. Oui. Donc, en fait, mais il n'y avait aucune obligation. Il n'y avait aucune obligation. Et le gouvernement américain a trouvé ça un peu donc compliqué. Le gouvernement fait appel. Exactement. Il dit, c'est pas possible, on va pas rester comme ça. Exactement. Et donc là, on remet sur le tapis un éventuel démantèlement de Google. Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire, un démantèlement de Google ? Ça veut dire que pour qu'il soit, on va dire, conforme aux exigences de l'État américain, il faudrait qu'il se sépare de certains de ses trésors, de ses actifs. Et c'est vrai que sur la table revient souvent Chrome. Mais on parle d'Android aussi. On dit, Android pourrait être finalement cédé aussi parce qu'il est sur tous les téléphones au monde, à part iOS, bien évidemment, mais ça commence à faire beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une histoire très longue. Tu l'as dit, ça varie. La justice américaine a déjà fait plusieurs enquêtes, plusieurs décisions. Ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. Le gouvernement américain avait aussi été allé sous Joe Biden, était allé très loin, puis après il est revenu. Je connais mal le système judiciaire américain, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui s'en mêlent, des juridictions locales comme à Washington avec le juge Amit Mehta, qui avait pris cette décision, ou des juridictions fédérales, comme le DOJ, ou des juridictions, et jusqu'à présent, Google, qui ne regarde pas la dépense pour sa défense et le lobbying, a réussi à contrer. Je dis jusqu'à présent. Ça ne veut rien dire sur l'avenir, mais j'ai un peu l'impression que ça n'a jamais été ni totalement coordonné, ni totalement jusqu'au bout, et que les gouvernements américains, ils ont besoin de leurs grands
ils ont besoin de leur GAFAM. de leur GAFAM. Ils ont besoin. Ça, on l'a vu dans les discussions. On l'a vu dans les discussions. Ils ont des déficits sur les biens matériels, des déficits d'échange, de commerce extérieur, pardon, et ils ont un excédent sur les biens immatériels comme le numérique. À un moment, ça serait quand même difficile de se tirer une balle dans le pied. Ouais, après Après, il y a aussi, excuse-moi, mais il y a aussi comment dirais-je, je dirais le bien-être numérique des Américains. Je ne parle même pas des autres pays, mais je veux dire, le gouvernement américain est là aussi pour faciliter la vie numérique des Américains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette hégémonie de Google peut poser des problèmes de concurrence. Voilà. Mais c'est surtout que ça coûte très cher maintenant. Voilà. Tu veux exister, tu dois sortir ton carnet de chèques pour passer par Google. Après, moi, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est en train d'arriver. Et on arrive peut-être au bout de cette histoire, enfin, à un moment où Google commence à être en danger. Parce que qu'est-ce qui est en train de remplacer le moteur de recherche ? Combien de gens commencent à te dire « j'ouvre plus Google pour aller chercher un site internet, je lance ChatGPT, je lance Claude, je vais faire ma demande à une IA ». Et c'est intéressant de voir que on se décide enfin peut-être à casser tout ça au moment où il risque de perdre. Ça n'a pas baissé, hein, non, pas encore. On a vu dans les chiffres. Pas encore. Mais derrière, t'as Gemini, enfin, tu vois, ils ont compris t'as Gemini, système, hein. C'est là où, voilà, est-ce que Gemini va prendre le pas sur les autres ? Ils vont verrouiller les contrats publicitaires. Enfin, tu vois, alors, on a vu que Gemini a rebattu les cartes. Hein. Ouais. Voilà. C'est avec le grand risque, et on en a parlé suffisamment ici, ce que tu disais, Fanny, c'est non pas tellement son hégémonie sur le monde d'avant, c'est effectivement sa capacité à continuer à être innovant sur le monde d'après, c'est-à-dire le monde dirigé par l'IA. On a eu quelques mois de flottement. Hein. On pensait qu'ils allaient aller mal avec l'histoire des GPU et leurs choix stratégiques, et puis finalement, ils arrivent sur les TPU et ils arrivent à faire de l'IA quand même. Donc c'est la suite, est-ce qu'on démantèle pas plutôt ces parties IA du reste ? Mais Chrome, c'est un peu une vaste blague, c'est un petit truc, c'est peanuts. Ouais, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont intégré les TPU, d'accord, et Gemini et tout. Et donc, effectivement, c'est plutôt là qu'il faut regarder. Et donc là, la justice, qui est lente, par définition, va reprendre Bien du sûr, temps. parce que rappelons qu'à l'époque, Gemini n'existait pas. En fait, il n'y avait pas cette hégémonie de Google. Et donc, en fait, les GPU, on en parlait très peu. Enfin, ça existait, on est d'accord. On redistribue les cartes. Mais on redistribue les cartes. Et le problème, c'est que ça va tellement vite que... Mais pour moi, on n'est plus dans un problème juridique, on est plus dans un problème politique aujourd'hui. François le disait, par rapport au numérique utilisé. Le problème, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est que soit la justice américaine réussit à faire... Soit elle revient sur ces éléments structurels, et auquel cas, ça y est, elle brise un peu cette hégémonie en disant « Bon les gars, vous êtes beaux, vous êtes aussi puissants que des États, mais moi je suis quand même là, et je réussis justement, je propose des remèdes ou des défis structurels. » Le problème, c'est que moi, ce que je vois comme risque par rapport à ça, c'est le scénario, on est tous d'accord, Chrome, démanteler tout ça, non, ça paraît pas réaliste, ce serait compliqué, techniquement, les consommateurs y perdraient, enfin voilà, ce serait un peu trop radical. Le deuxième, c'est que voilà, on fasse un peu ce qu'ils font aujourd'hui, hein, je regardais ça, les fins des accords d'exclusivité, on donne le choix aux gens et tout ça, ça paraît un peu plus réaliste. Et puis il y a le troisième qui, à mon avis, est celui, parce que Google, ça fait 20 ans qu'ils ont cette historique, c'est on va enliser tout ça et on va continuer à faire appel contre appel. Et là, le risque, ils vont continuer à avancer. Puis selon les départements de justice, selon les administrations qui se succéderont, ils joueront un peu là-dessus. Ils jouent la montre. Et ça, ils savent faire. Donc voilà, moi j'ai plutôt peur qu'on arrive à un statu quo de fait, ce qui sera un peu bête, parce qu'effectivement, on pourrait dire, tiens, les TPU, c'est plus de votre domaine. Enfin, on pourrait essayer de séparer un peu, mais ça va être... Alors, je parie plus, moi, pour un enlisement. Et l'État dit, nous, on est en train de regarder, on bouge, on est en train de poursuivre juridiquement, on a 3 contrats, on a 3 procès ou 3 enquêtes publiques, tout ça. On est en train de bouger, mais c'est compliqué, etc. Et puis Google, ils savent parfaitement se défendre. Donc Chrome, à votre avis, ils lâcheront pas Chrome? Non. C'est pas dans leur intérêt. Non. Et je voulais revenir sur ce que tu disais, que le gouvernement américain était soucieux de la santé de ses citoyens, c'était ça. Bon, dans ce cas-là, ils auraient quand même, ils refusent toute régulation
des réseaux sociaux et toute c'est ça le danger. Là aujourd'hui, l'Espagne en a parlé, l'Australie en a parlé, la France en parle. L'Italie. Ça c'est l'Italie. Ça c'est de la régulation. Honnêtement, pour la santé mentale de nos enfants, vaut mieux parler des algos de recommandation des réseaux sociaux que de Chrome. Franchement, honnêtement, mes enfants, si on enlève Chrome, ça va. Oui, ils trouveront une autre solution pour aller sur Internet. Ils en ont en revanche, toute la nouvelle génération qui est accro 4 heures par jour à TikTok ou à machin, ça pose des problèmes. Tout le monde le dit, ça pose des problèmes. Donc la vraie régulation, les vrais sujets, ils sont là. Après, quand on prend un peu de recul, c'est vrai que Chrome est quand même une pièce maîtresse dans le business model de Google parce que c'est un navigateur, mais il intègre de manière très subtile tous les algorithmes de Google, les cookies, etc. Enfin, il y a des remontées d'informations qui font qu'à mon avis, Chrome a une vraie valeur. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait évoqué ce sujet qui était sur le tapis il y a quelques mois de cela, on avait même eu de potentiels acquéreurs de Chrome. Perplexity, vous les rachetez. Mais le risque, c'est pour ça que toute cette situation est hyper paradoxale, parce que le risque là aujourd'hui, c'est que ils ont la recherche, ils ont le navigateur, ils ont les données. L'IA avec Gemini, parce qu'ils prennent de l'avance, et puis on voit avec tous les milliards, ils ont dit qu'ils allaient investir 180 milliards dans l'IA, donc ça va encore booster. Le risque là, c'est que tu es un acteur qui, alors, même s'il y a un Meta, OpenAI, Microsoft derrière et tout ça, un Amazon, qui est en train de verrouiller peut-être la future génération d'Internet, en disant, voilà, la recherche c'est moi, l'IA c'est moi, les données je les ai, voilà, non mais attaquez-moi, puis de toute façon moi je mettrai toujours des avocats et c'est ça qui est paradoxal. C'est intéressant parce qu'on voit que le gouvernement américain ne lâche pas l'affaire, alors que l'Europe est moins, je trouve, agressive sur ce sujet-là. Non, elle n'a pas le même angle d'attaque. Elle n'a pas le même angle de vue, mais... elle n'a pas du tout le même angle de... Mais on pourrait imaginer... C'est l'esprit américain et l'esprit européen. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont l'Europe, pour remettre, ils ont mis un ensemble de règles, et plus DSA, DMA, DGA, enfin tout ce qui est mis, il y a acte. Et puis là, l'idée, c'est soit tu respectes mes règles, et tu peux profiter de mes 440 millions de citoyens, soit tu ne les respectes pas et on peut te virer. Alors, voilà, ce qu'on vire, on est d'accord. Mais ils n'ont pas la même vision qu'une vision purement antitrust, qui est t'es trop gros, on va te démanteler. Okay. Ça, c'est vraiment une vision antitrust américaine. Et puis nous, en Europe, on mesure le risque. Alors que les Américains, ils mesurent le préjudice qui se passe après. Nous, on voit, oula, si ça se passe comme ça, attention. Hein. Les Américains, c'est, oula, ça se passe comme ça, le préjudice pour le consommateur, pour l'entreprise, c'est ça. C'est là où on agit. On a vraiment ces deux esprits, ces deux modes de pensée différents. Tiens, puisqu'on parle de l'Europe, la prochaine régulation en cours, elle est pour Meta, qui, franchement, s'en serait peut-être bien passé. C'est suite à une enquête qui a été ouverte en octobre. La Commission européenne menace de prendre rapidement des mesures provisoires contre Meta si le géant américain n'applique pas les règles de la concurrence, notamment concernant l'IA. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, lorsque vous lancez WhatsApp, Insta, Facebook, vous avez un petit logo qui apparaît d'IA qui vous permet de dialoguer avec l'IA de Meta. Et en fait, ça commence à énerver un peu l'Europe. Ils disent, OK, qui est votre IA ? Il n'y a pas de problème, mais il faut que les Européens puissent choisir d'avoir une autre IA. Pourquoi pas ChatGPT ? Pourquoi pas le chat de Mistral ? Pourquoi pas Perplexity ? Pourquoi pas Claude ? Et voilà, là, c'est ce qu'on reproche à Meta, c'est le fait d'avoir intégré dans ces applications, utilisées par des milliards de personnes, que l'IA de Meta, l'IAMA notamment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut ouvrir WhatsApp à ChatGPT ? En fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est un peu comme si tu as ton iPhone avec Siri. Alors, en effet, on peut commencer à mixer des IA, etc. Mais c'est pas évident parce que c'est pas bête qu'on puisse ouvrir et avoir le choix peut-être de certaines IA, comme on a le choix de nos boîtes mail, mais quand on va sur un site, c'en est systématiquement avec le chat du constructeur parce qu'il est adapté avec des réponses spécifiques et que c'est déjà compliqué rien qu'avec une IA qui a été codée pour un site spécifique d'avoir toutes les bonnes réponses. Donc voilà, c'est un petit peu aller loin. Après, ça peut lancer des idées de comment améliorer tout ça et aller chercher. En effet, c'est les modèles qu'il y a derrière qui sont intéressants peut-être. C'est quel modèle on va utiliser pour entraîner tout ça ?
Enguerrand ? Je pense qu'effectivement, c'est peut-être pas la question première, parce qu'il y a, on le voit, il y a ceux qui sont capables d'avoir à la fois d'intégrer l'IA dans leur système, donc Meta, Meta qui intègre son IA dans WhatsApp et dans Instagram. Il y a, on vient d'en parler, Google qui met du Gemini partout. Franchement, c'est absolument partout. Et puis il y a ceux qui sont pas capables. Apple, par exemple, et qui a dû, effectivement, là, on ne lui a pas demandé d'ouvrir, il a demandé Gemini un accord avec Google. Donc, moi, j'ai un peu peur, effectivement, qu'il y ait la première et la deuxième division. Et dans la première division, en tant qu'utilisateur, usager, c'est vrai que ça me fait rire quand je suis sur X, on me demande de jouer avec Grox. Quand je suis sur WhatsApp, on dit joue avec Meta AI. Quand je suis sur mon smartphone, ça me on joue avec Gemini. Mais l'Europe ça me dérange pas. En fait, l'Europe joue sur la toute-puissance de WhatsApp aujourd'hui, qui est une vraie messagerie qui a une force de frappe qui est quand même assez impressionnante. Ce qui est effectivement, c'est que d'après ce que j'ai compris, il s'adresse au marché B2B, aux professionnels qui utilisent WhatsApp comme étant un canal de discussion avec leurs clients, d'accord ? Et donc, ils devraient pouvoir choisir leur IA. Moi, je pense que quand on est professionnel et qu'on veut utiliser WhatsApp, il faut que ça marche, très bien. Donc, s'il y a une IA si elle était très mauvaise, il faut utiliser... Et quelles données tu passes et quelles discussions. C'est pareil, tu vois, c'est mettre Gemini sur ton Gmail pour aller piloter et nettoyer tes mails. J'avoue que moi, des fois, j'y réfléchis. Deux fois, je fais qu'est-ce que je l'active ou pas. J'avoue, sur les mails, je ne l'ai toujours pas fait parce qu'il y a des trucs, ça m'enquiquine. J'ai pas envie qu'ils analysent tout de la même façon. Déjà, ils ont les données stockées, mais si en plus, ils commencent à les analyser... Ils te lancent Gemini sur Google Meet et ils te font un résumé sans que tu l'aies demandé. C'est dingue. Et puis imagine si Meta, ça se faisait par hasard. Derrière, tu as Instagram, tu as Facebook. Tu vois, derrière, il y a un effet domino derrière qui serait... Pour moi, l'Europe, elle essaie de trouver... Alors, elle est en train de lancer des pics un peu partout pour essayer de... un peu mieux maîtriser l'IA. Parce qu'elle se dit, on est en train de laisser partir là, et à la vitesse où ça va, l'IA, elle sera définitivement américaine ou peut-être chinoise, mais on n'y arrive pas. Donc il y a peut-être une bataille à avoir là. Pour le coup, là, je serais plus pour développer une alternative, mais moi j'aime bien Spotify. Je trouve qu'on devrait foncer Spotify, leur dire comment on peut faire un réseau social avec vous. Dis que tu aimes bien Deezer parce que je reçois le DG de Deezer. Oui, je parle des acteurs européens. Non, mais il va me croiser Alexandre derrière. Les deux sont européens, Spotify et Deezer. Je rappelle que Spotify est une réussite européenne. Merci. Allons-y. Allez, on va terminer. Tiens, on évoquait l'IA avec ce nouveau modèle de création vidéo généré par l'IA qui bluffe les réseaux sociaux. Peut-être en avez-vous entendu parler. Il s'agit de Seedance 2.0. Cette nouvelle version a été lancée il y a seulement 2 jours par ByteDance, l'entreprise chinoise qui a créé TikTok, rappelons-le. Une IA qui n'est pour le moment pas disponible en dehors de Chine. Paul Wallin nous explique tout ça et puis on revient juste après. Un enfant en plein vol sur le dos d'un dragon atterrit sur une plage. Les graphismes et l'ambiance sonore sont au rendez-vous, on se croirait au cinéma, mais ce sont bien des images générées par la nouvelle IA Seedance 2.0. Par rapport à sa version précédente, elle a fait un pas de géant. L'image est en très haute résolution, plusieurs plans d'un même personnage sont générés en une seule fois, le prompt adhère aussi de façon plus précise à une demande textuelle, sonore et visuelle, et les visages et expressions des personnages sont plus cohérents d'un plan à l'autre, au point que pour les spécialistes, Seedance 2.0 est le modèle de génération vidéo par IA le plus avancé. Il surpasse Sora 2.0 d'OpenAI et VO 3.1 de Google. Le monde du cinéma s'inquiète déjà des progrès de Seedance. Seedance 2.0 est le seul modèle qui me fait vraiment peur. Tous les emplois dans l'industrie du cinéma vont littéralement disparaître. Lance par exemple le réalisateur chinois Wang Lu. ByteDance n'a pas encore annoncé d'ouverture à l'international, mais ça ne saurait tarder. La version 1.5 est déjà disponible dans le monde entier. Voilà, si vous êtes avec nous à la télé, vous avez peut-être vu ces
des images qui sont impressionnantes. Alors, à la radio, voilà, on a eu des images d'une qualité cinématographique qui ont été générées par l'IA. Et tous les 3 mois, on est encore plus bluffé que les précédentes présentations. On a eu donc VO3 de Sora 2. Sora 2 chez OpenAI. Et donc là, Seedance 2.0 de la part du chinois ByteDance qui... Et alors c'est intéressant parce que vous avez vu, il y a un cinéaste chinois qui dit si ça continue comme ça va complètement démanteler l'industrie du cinéma. Parce que effectivement, et on le dit à chaque fois, si petit à petit ça progresse et qu'on arrive à avoir des images de qualité cinématographique avec un prompt... Avatar, hein, ce que tu nous as montré, c'est Avatar. C'est ça. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus pour terminer. Encore une fois, la toute-puissance de la Chine en termes d'IA. Alors, c'est comme tu dis, ça passe de l'un à l'autre, mais c'est une guerre qui s'est lancée. Je pense que dans 3 mois, ce sera peut-être de nouveau une IA américaine. Ouais, mais la Chine est dans la course, si tu veux. Mais la Chine est très bien dans la course. Après, cherche un acteur européen. Il va avoir du mal. Non, mais ça, je suis d'accord. Après, tu vois bien, c'est justement les Américains consomment des technos américaines, les Asiatiques consomment les technos chinoises, et nous, on est au milieu avec pas grand-chose. Mais n'empêche que eux, ils consomment chacun de leur côté leur propre techno et ils avancent bien des 2 côtés. Ce qu'il y a d'intéressant, en effet, ce que tu disais, c'est ça remodèle le milieu du cinéma, ça va remodeler aussi le jeu vidéo, hein, parce que ce type de cinématique, ça sert aussi derrière au jeu vidéo, et ça rebat les cartes pour tout un tas de domaines, et ça va changer, ça enlève encore plein de métiers, hein, ça on est clair là-dessus aussi. Moi, je serais les métiers de création audiovisuelle. Là c'est... on parlait de Sam Altman, alerte rouge, je mettrais alerte rouge. Oui. Quoi. Vraiment, je mettrais à plat tous mes métiers et je dirais, bon, lesquels sont automatisables. OK, ça c'est automatisable. Lesquels, il va falloir qu'on reforme les gens, qu'on les fasse monter en compétences. Lesquels, il faut qu'ils s'adaptent. Quels sont un peu... Vraiment, je serais les studios de création dans cette réflexion-là. J'attendrai, et je trouve qu'aujourd'hui, même certains qui viennent ici, je trouve que tout le monde... Alors, on n'a pas, évidemment, ici, c'est pas des grands studios américains, mais je trouve qu'on est un peu attentiste. Et lorsque on était au CES avec François, j'ai assisté à une conférence à un moment au CES avec alors, visiblement qui étaient assez connus, des scénaristes et tout ça. Ils sont à fond. Le type a dit, mais moi, j'ai quitté Warner. Alors, tout le monde, visiblement, c'était une des stars, là, son nom m'échappe, mais il a dit, j'ai quitté Warner. On fait à peu près la même chose. On est 3. On est 3 parce qu'on utilise l'IA. Alors, les gens disaient, oui, mais les développeurs, on va en embaucher plein parce qu'on va avoir plein de projets. Mais justement, il faut qu'on repense tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, cette industrie, elle est en train de prendre ça. Oui, mais elle ne prend pas assez au sérieux. Attends, elle a fait quand même grève. Elle a fait quand même grève Hollywood. Grève. T'as raison, ils ont fait. Ouais, mais enfin, qui a fait grève, ce sont les scénaristes et les comédiens. C'est les premiers à être. En attendant, moi je pense que c'est. Alors on parle du monde du cinéma, etc., mais c'est le monde des développeurs avec le vibe coding. C'est tout le monde doit revoir, et nous-mêmes et les journalistes en plateau et ça, tout le monde doit revoir comment il va bosser dans le futur, et parce que les cartes sont rebattues. Est-ce qu'on va garder cette puissance ? Est-ce que ça va être amortissable financièrement, toute cette technologie aussi, plutôt que le travail humain ? Là, moi, j'ai encore des doutes. J'attends de voir comment on va rentabiliser. Que l'IA n'a pas encore... Les Chinois, c'est $1 le token, hein, pour certains. Hein, ouais, mais bon, voilà, mais tu as la créativité. Mais par contre, si tu sais pas prompter, si tu sais pas vibe coder, si tu sais pas être créatif et savoir mettre ce que tu as dans ta tête, c'est là où, en effet, tu vas avoir des problèmes, parce qu'il y a tout un tas de métiers qu'on pensait non détrônables qui sont en train d'être détrônés. Mais c'est l'évolution des métiers, quoi. Si on remplace un showrunner qui était chez Warner ou n'importe qui, chez HBO, qui a quand même fait des séries assez extraordinaires, par un type qui prompte, on verra. On verra. Et puis après, le moment où la série d'un showrunner et la série d'un développeur prompteur seront sur une même plateforme, HBO Max ou Netflix, on verra la différence. Hein. Oui, mais le prompteur, ça a déjà commencé. Le prompteur, il aura son design prompteur, tu auras son design curateur, AI prompteur. Enfin, tu vois, tous ces métiers-là, il faut pas juste les voir comme des simples prompteurs. Leur métier est en train de se transformer, même eux. Mais on est d'accord, aujourd'hui, on a sur une même plateforme des bonnes séries et des mauvaises séries. On aura des bonnes séries IA et des mauvaises séries IA. Enfin, je veux dire, après, il faut quand même un peu de talent, quand même.
non. Oui, mais regarde, ils analysent déjà les données. On avait vu, tu sais, avec Matt Damon et autres, c'est comment on choisit les séquences. Et ça se fait par IA, par analyse de données. Et donc, tu n'as plus besoin d'un showrunner pour analyser ça. C'est terrible. Je pense qu'en premier lieu, c'est tous ces grands studios d'effets spéciaux qui doivent se poser des questions parce que effectivement un effet spécial qui était je sais pas moi dans un Star Wars devait coûter des millions de dollars là mais non c'est trois mecs. Le coût des effets spéciaux va drastiquement baisser avec surtout des qualités photoréalistes, c'est ça le truc. Mais bon là encore je suis persuadé que d'ici l'année prochaine ou cette année on aura un film qui sera totalement je suis persuadé qu'il y a un studio hollywoodien là qui bosse sur un film 100% créé grâce à l'IA. Non, mais regarde. Ils sont en train de faire migrer leurs équipes. Mais bien sûr, mais simplement pour faire un coup de com', tu vois. James Cameron est venu présenter Avatar 3 à Paris, d'accord. Il avait dit, moi je tourne en image réelle, enfin ça machin, et je n'utilise pas l'IA. James Cameron, il vient encore de faire, alors c'est le Avatar 3, c'est moins qu'Avatar 2, mais c'est quand même, il va arriver à 2 milliards de dollars de recettes. Peut-être que le petit film chinois ou américain, il va faire 0 recette. Parce que tu auras un James Cameron qui va utiliser ces technologies. Mais bien sûr. Il a dit qu'il le ferait pas, mais peut-être qu'un il le fera. Attention, parce que moi j'ai un bouton d'effets spéciaux, je vous fais disparaître du plateau. Tu nous fais peur. On peut revenir. Moi j'ai répliqué tes données. On veut revenir. Tu as appliqué mes données de santé. Voilà. Nananer. Merci à tous les trois, c'était top. Merci beaucoup Fanny. Avec plaisir. Fanny Bouton, directrice du Quantique chez OVH Cloud, Enguerrand Renaud, directeur de la rédaction de Satellifax. Merci Enguerrand. Et merci à Frédéric Simotel que je retrouve demain. Et puis notez que mercredi spécial robotique. Ah oui, et jeudi on sera à Cannes pour un grand salon dédié sur le plateau. Super. Voilà, ça va être top. On a plein de trucs à vous raconter, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous restez avec nous dans un instant. Dernière partie de ce Tech & Co avec mon invité. Je reçois Alexis Lanternier, qui est le CEO de Deezer. Deezer qui essaie de se démarquer de ses autres concurrent, on va dire, de streaming par la chasse aux titres IA. Et le DG de Deezer va nous expliquer comment ils font. Et puis on parlera aussi de l'actualité du streaming audio d'une manière générale. A tout de suite, on revient dans un instant avec Léa Benaïm pour le Tech Flash. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, dans un instant, le directeur général de Deezer me rejoint sur le plateau, Alexis Lanternier, mais auparavant, à 20h34, un condensé de l'actu tech de ce lundi, c'est le Tech Flash, et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, l'Europe hausse le ton face à Meta. Bruxelles accuse le groupe d'abus de position dominante autour de WhatsApp et de l'intégration de l'intelligence artificielle. En cause, le refus de Meta d'autoriser d'autres entreprises à intégrer leur chatbot directement dans l'application. Un verrouillage qui profite uniquement à l'assistant maison Meta AI. La Commission européenne menace donc le groupe de Mark Zuckerberg de nouvelles sanctions. En France, le gouvernement lance un appel d'offres pour trouver un nouvel hébergeur pour nos données de santé. Un service aujourd'hui assuré par Microsoft, mais cela pose évidemment un problème de souveraineté. L'État veut donc trouver un opérateur européen capable de tenir la charge techniquement et surtout certifié SecNumCloud. L'attribution se fera d'ici la fin du mois de mars. Et puis Léa, la CNIL tire son bilan et on peut dire qu'en 2025, c'est un record d'amende. Et oui, un montant de 487 millions d'euros. À titre de comparaison, le gendarme de la concurrence a infligé seulement 55 millions d'euros d'amende en 2024. C'est donc près de 10 fois plus cette année. Et pour cause, la CNIL a eu la main lourde avec 2 sanctions historiques qui ont pesé dans la balance. 325 millions d'euros contre Google et 150 millions d'euros contre le géant chinois Shein. C'était en septembre dernier. Et puis Le Bon Coin signe avec OpenAI et devient ainsi la première entreprise française à intégrer son appli dans ChatGPT. Il est donc désormais possible de chercher un produit de la plateforme directement dans le chatbot. D'autres fonctionnalités devraient arriver dans les prochaines semaines, comme le dépôt d'annonces. En revanche, Le Bon Coin se fixe une limite. La mise en relation entre vendeurs et acheteurs ainsi que le paiement resteront, eux, sur le site.
Et enfin, Mars n'est plus la priorité d'Elon Musk qui veut désormais se concentrer sur la Lune. Plus précisément, le patron de SpaceX veut y construire une ville autosuffisante. Un changement de stratégie qui est finalement logique. SpaceX détient un contrat de près de 4 milliards de dollars avec la NASA pour concevoir l'atterrisseur du programme Artemis. C'est lui qui doit déposer les astronautes sur la Lune d'ici mi-2027. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de BFM Tech pour un long format de la rédaction. Comment vos smartphones sont reconditionnés pour ensuite être vendus. Mélinda Davansoula s'est rendue à Nice dans une usine Reborn. On écoute un extrait. Contrairement à des marketplaces comme Back Market qui s'occupent de mettre en relation des acheteurs et des reconditionneurs, Reborn a fait le choix de tout gérer, réception des appareils, diagnostic complet, remplacement des pièces si nécessaire, avant de fournir des opérateurs et des grandes enseignes pour la revente. On est allé au sein de l'usine suivre le petit pèlerinage d'un smartphone de son arrivée à son départ vers de nouvelles mains. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les préparer à être traités correctement. Donc on va passer dans une salle qu'on appelle la salle de préparation, sur laquelle on va faire les mises à jour, la charge, l'effacement de données. Et ensuite, on va rentrer dans le dur avec le test technique, puis le test esthétique. En fonction des résultats qu'on aura trouvés, on va les envoyer en réparation pour aller changer tout ce qu'on aura trouvé de non conforme, de façon à avoir un téléphone qui soit prêt à repartir chez un client. Et s'il n'est pas prêt à partir ? Alors s'il n'est pas prêt à partir, il faut qu'on intervienne dessus. Donc on va réparer des batteries, des écrans, tout type de capteurs, des docks de charge. Et combien de temps ça prend alors entre l'arrivée et le départ chez un client ? Un téléphone sur lequel il y aura très peu de soucis, on sera plutôt sur 2 heures. On peut mettre par contre 24 heures sur un téléphone qui aura besoin de beaucoup plus d'interventions, sur lequel il faudra faire de grosses réparations. Voilà, un reportage très intéressant pour découvrir les entrailles de ces ateliers qui redonnent naissance à des téléphones qui ont vécu. Très intéressant à retrouver donc sur la plateforme BFM Tech et notamment sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Il est 20h38, direction tout de suite la rédaction de ce site pour une petite news sélectionnée par Salomé Ferrari qui est avec nous. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Et bonsoir Salomé. Bonsoir. Des taxis autonomes sans aucune intervention humaine, c'est l'objectif en fait des robotaxis Waymo, on en parle souvent dans Tech & Co, mais encore faut-il avoir un logiciel de conduite performant, capable de s'adapter aux situations les plus délicates, mais Waymo pourrait aussi avoir trouvé une solution en misant sur le World Model Genie 3 de Google. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle ? Bah oui, totalement, je pense que tu savais que les Waymo font effectivement beaucoup de kilomètres sur la vie réelle, mais aussi dans le virtuel, dans les World Models. En fait, Waymo a créé son propre World Model, donc un modèle d'IA qui est capable de simuler la réalité. Et ce modèle, il est basé, comme tu l'as dit, sur Genie 3, donc le modèle de Google DeepMind, qui est capable de générer des environnements en 3D, non seulement photoréalistes, mais aussi interactifs. Alors, à partir de ces connaissances, il va être capable de générer des trajets assez quotidiens, mais aussi des scénarios un petit peu plus dangereux. Donc, par exemple, un camion qui bloque la route qui est en panne, mais aussi des scénarios un petit peu loufoques. On parle quand même donc d'une tornade, d'un taxi qui fuit un incendie et même d'un éléphant qui arrive sur la route. Parce que oui, c'est possible dans certaines régions du monde. Oui, à Paris, c'est rare quand même. Effectivement, on est pas. Mais bon, quelque part, pourquoi pas. Et comment ça fonctionne tout ça concrètement ? En fait, le système il va s'appuyer à la fois sur des données qui sont recueillies sur les routes, mais aussi de simples vidéos 2D, donc qui sont prises soit au smartphone, soit avec des dashcams, pour produire ces fameuses simulations 3D. Après, le World Model, il va s'appuyer sur 3 leviers. Le premier, c'est le contrôle des actions de conduite. Donc, ça permet de rejouer un trajet réel ou d'en inventer un. Ensuite, la mise en scène. Les ingénieurs ils peuvent ajouter des feux, des panneaux, modifier des trajets, etc. Et ensuite, grâce à un modèle de langage, en fait, il suffit d'une instruction pour changer soit l'heure de la journée, soit la météo. Et ça, en fait, ça permet de tester les réactions de l'IA dans des situations un petit peu compliquées pour que nous, on soit sûr, une fois qu'on est dans le robotaxi, qu'on est vraiment en sécurité. Bon, tu t'en doutes, c'est très prometteur, mais il y a encore quelques limites. Le modèle a du mal à générer certaines scènes, notamment quand il y a un quartier très fréquenté. Mais alors, pas de panique, parce qu'on vient d'apprendre que Waymo, quand il y avait des situations un petit peu compliquées, ils appelaient des sous-traitants aux Philippines pour gérer la situation. Je vois pas trop ce qui pourrait mal se passer. C'est un peu loin quand même. Un petit peu. Notons que Waymo arrive en Europe. Ils arrivent, alors en Europe, pas tout à fait, c'est à Londres, mais on peut imaginer que, je crois qu'ils sont prévus au Luxembourg aussi. Et petit à petit, voilà, ils vont tisser leur toile en Europe. Merci beaucoup, Salomé Ferrari. Il est 20h41. L'actualité du streaming musical maintenant avec notre invité.
Tech Co, la quotidienne, l'invité. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Lanternier. Bonsoir Alexis. Bonsoir François. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Deezer. Deezer qu'on ne plaisante plus. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs qui sont abonnés à Deezer et qui apprécient vos services. Vous êtes disponible dans plus de 180 pays. Vous êtes aujourd'hui une vraie boîte d'envergure internationale avec 600 collaborateurs en France. Vous êtes aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil, aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on parlera de votre volonté de vous démarquer de la concurrence, parce que c'est très intéressant aujourd'hui de voir quel est votre roadmap pour justement essayer de raconter une histoire un petit peu différente des Spotify, des Apple Music et de tous ces mastodontes en fait de la musique qui sont là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites la chasse en fait au titre IA. Et c'est incroyable parce que vous avez investi beaucoup là-dessus. Vous avez des outils très performants que vous revendez d'ailleurs à des boîtes qui le désirent, je crois. Vous allez nous expliquer tout ça. Pourquoi cette obsession concernant les titres qui sont générés par l'intelligence artificielle ? Alors, c'est un sujet, la musique et l'intelligence artificielle. Enfin, l'intelligence artificielle en général est un sujet qui est une bonne obsession pour pas mal de gens. C'est vrai. Dans la musique, surtout 2024-2025, ça a été une révolution. C'est un des secteurs, alors je voulais parler avant de la partie vidéo, mais dans la musique, on a assisté en 2025 à la transition où les humains ne sont plus capables de distinguer une chanson générée par IA d'une chanson générée par un humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement bien fait qu'on ne se rend même plus compte de la provenance de cette chanson. C'est ça ? Exactement. Avant, on arrivait à trouver que la voix était un petit peu bizarre, les instruments n'étaient pas excellents en termes de qualité, etc. Là, on a fait un sondage avec Ipsos sur 9000 personnes. Seulement 3% des gens étaient capables d'identifier une musique IA d'une musique humaine. J'imagine que vous connaissez le titre Walk My Walk, qui est de l'artiste qui s'appelle Breaking Rust, qui a été numéro 1, je crois, des charts aux États-Unis. On va écouter un petit bout, parce que c'est une chanson que vous connaissez peut-être, que vous avez eu dans la tête sans doute. Sauf que cette chanson, j'ai envie de dire, elle n'existe pas. Oui, elle existe, mais derrière, vous n'avez pas de chanteur, vous n'avez pas de musicien. Vous avez un gars qui a fait des prompts et qui a créé cette chanson devant son ordinateur avec des large language models. On écoute quelques secondes. Voilà, du country, un peu à la Teddy Smith, donc une grosse voix, ça coche un peu tous les codes de la musique d'aujourd'hui, on va dire. C'est passé crème, j'ai envie de dire. C'est vrai. C'est passé étonnamment plus que crème, parce que c'était numéro 1 des charts. Quand on voit l'énergie que les artistes mettent à être dans les classements, là, c'est plus que crème. C'est étonnant pour une chanson qui n'a même pas d'artiste derrière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur des plateformes, alors évidemment, la country en France, ça fonctionne un petit peu moins, mais il y a eu plusieurs artistes comme ça qui ont commencé à vraiment bien se développer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les plateformes comme Deezer, qui est la seule qui identifie ses chansons comme étant IA, on a vu beaucoup moins d'artistes IA, 100% IA, qui deviennent des tops. Parce que les gens, voyant, parce que vous l'indiquez que c'est une chanson IA, l'écoutent moins facilement, de manière moins... il l'écoute moins volontiers, c'est ça ? Vous pensez ou... Alors, on peut que imaginer. On ne peut pas évidemment faire un A/B test parfait sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que dans le sondage qu'on a fait aussi, parce qu'encore une fois, on voulait un peu comprendre ce que voulaient nos utilisateurs, il y a clairement le point que, les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir, 86% des Français veulent savoir quand ils écoutent de la musique IA. Et ce qu'on peut en conclure derrière, c'est que, oui, il y a peut-être un petit peu moins d'émotion qui va se créer avec une chanson IA, et donc peut-être, effectivement, ce côté un peu amoureux d'une chanson, addict à une chanson, va moins se créer, puisqu'on sait que c'est un robot derrière qui l'a créé. Alors, en janvier 2026, donc là, il y a quelques jours, 60 000 titres générés par l'IA ont été diffusés chaque jour, soit environ 39% de toute la musique diffusée quotidiennement. C'est ça ? Alors, 39% de toutes les chansons qui arrivent sur le catalogue. Donc, chaque jour, on a presque 100... Donc, ça fait 60 000, ça fait 140 000 chansons par jour qui arrivent sur le catalogue, nouvelles. Tous les jours, on a 140 000 vous recevez 40 000 chansons qui arrivent qui enrichissent le catalogue Deezer. Exactement.
parmi ces 140 000, 60 000 sont 100% générés par IA. Donc, l'afflux entrant de chansons, 39%, est généré 100% par IA. Donc, c'est quelque chose qui est massif, c'est 60 000 par jour. C'est aussi en forte progression, puisqu'en janvier, c'était seulement 10%. Après, alors, je te disais encore une fois, c'est pas tout à fait comparable à ce qui se passe ailleurs, puisque c'est la seule plateforme qui va les exclure des algorithmes de recommandation. Ok, c'est-à-dire que vous ne les empêchez pas de vivre leur vie sur votre plateforme. Alors, ou est-ce qu'il y en a certaines que vous bannissez, en fait? Alors non, on peut les écouter. C'est-à-dire que si un utilisateur a écouté cette chanson sur TikTok, ailleurs, il veut l'écouter, Breaking Rust, il veut la découvrir sur Deezer, pas de souci, il la trouvera. Par contre, Deezer ne veut pas pousser ses chansons dans les algorithmes, donc les playlists de recommandation automatiques, pour 2 raisons. Sauf si moi, je crée une playlist avec cette chanson. Bien sûr. Ça, c'est pas un algorithme automatique. Si vous... et parce que les 2 raisons, c'est les utilisateurs ne veulent pas avoir des chansons IA sans en être informés. Et donc, en fait, dans ces algorithmes automatiques, on ne peut pas faire un petit bandeau avant qui dit attention, c'est une chanson IA. Donc, la première raison, c'est le focus utilisateur. La deuxième raison, c'est qu'il y a un système de fraude qui s'est organisé en utilisant ces chansons IA. Et on s'aperçoit qu'en fait, les streams sur des chansons IA sont 85%, jusqu'à 85%, c'est de la fraude. Alors que sur des chansons classiques, on est plutôt autour de 7-8%. La fraude, c'est quoi? C'est que, en fait, ce sont des chansons qui sont tellement inspirées d'autres chansons qu'elles deviennent illégales. C'est ça la fraude, ou non, c'est plus compliqué que ça? La fraude, alors c'est très compliqué. Ça fait des années que ça existe sur le système de streaming. La raison, c'est que l'abonnement des utilisateurs est reversé à 70% aux ayants droit au prorata des streams, si on simplifie un petit peu. Et donc, des acteurs malveillants achètent des comptes, créent des comptes, essayent d'écouter des chansons pour créer beaucoup de streams, pour récupérer des droits d'auteur pour des gens qui ne sont pas du tout des artistes. Et donc, il y en a qui ont fait un business et qui ont gagné beaucoup d'argent, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Alors, la méthode que j'ai décrite est évidemment beaucoup trop simpliste et ne fonctionne plus maintenant. La dernière méthode, il y a des tutoriels sur certaines plateformes vidéo qui vous permettent de gagner quelques milliers, enfin qui vous promettent que vous pourrez gagner quelques milliers d'euros par mois en créant des milliers de chansons avec les plateformes d'IA, en les mettant sur les plateformes de streaming et en ayant des comptes pour essayer de générer des écoutes pour qu'elles aillent dans les algos de recommandation. C'est ça. Et c'est pour ça que nous, on a essayé de les exclure des algos de recommandation pour éviter ce business de la fraude. Comment avez-vous fait pour créer ce logiciel qui arrive à détecter une chanson générée par l'IA? Alors, avec qui vous avez fait ça? Alors, Deezer, ça fait beaucoup de temps qu'on investit sur l'IA, quand ça s'appelait machine learning à l'époque, parce qu'en fait, ça a été la technologie clé pour pouvoir créer justement ces algorithmes de recommandation pertinents pour vous donner la meilleure chanson au bon moment que vous êtes susceptible d'apprécier. La recommandation, on va dire. La recommandation, c'est des centaines de millions de chansons avec des millions d'utilisateurs. Il faut un algorithme extrêmement puissant. J'écoute un titre d'Adèle, on va supputer que on va me proposer plein de chansons qui sont dans l'univers d'Adèle, par exemple, qui pourraient me plaire. C'est ça l'idée? Exactement ça l'idée. Et donc ça, c'est des technologies similaires à celles d'IA. Et donc on a une équipe de recherche en développement d'une quinzaine de personnes qui constamment développent des nouvelles solutions et qui nous aident dans notre travail de gestion du catalogue. Et en fait, depuis 2 ans, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de chansons qui arrivaient qui semblaient venir de ces plateformes d'IA. Et donc, l'équipe a développé et a permis un logiciel qui a été lancé en janvier 2025, qui était un logiciel qui permettait d'identifier ces chansons qui venaient de ces plateformes spécifiquement, plateforme par plateforme. On faisait du machine learning sur les résultats de ces plateformes pour identifier. En fait, il y a beaucoup d'artefacts créés par les algorithmes de génération IA qui, dans les signaux audio, sont perceptibles. Et on arrive à retrouver des groupes de chansons qui semblent toutes... C'est-à-dire que l'oreille humaine ne les détecte plus, en fait, ne détecte pas ces artefacts. Et pour nous, voilà, ça peut être une chanson cool. Exactement. Et vous allez dire... Breaking Rust. Voilà, Breaking Rust. Mais dans ces signaux audio qui sont très compliqués, il y a des petits artefacts. Si on se rappelle du début de ChatGPT, il y a des formulations un peu alambiquées, des petits tirets, etc. Bon, ça a été résolu parce que c'est du texte, mais dans le signal audio, c'est tellement compliqué qu'ils n'ont pas encore réussi à enlever ces artefacts et c'est ça qui nous permet de les identifier. Est-ce que vous êtes inquiet de ce tsunami de l'IA dans le domaine de la musique? Alors, vous avez vos solutions justement pour... distinguer, on va dire, les chansons IA et les chansons faites par de vrais humains, mais on voit que c'est un peu la pagaille dans l'industrie de la musique, parce qu'il y a des chanteurs et des ayants droit qui se font piller leur musique. Je crois qu'il y a eu même une artiste anglaise qui s'est retrouvée un jour en scrutant Spotify, qui a vu qu'elle avait un album qu'elle n'avait jamais fait, qui avait été
copié par quelqu'un, en fait. C'est dingue. C'est un danger, à votre avis? C'est une révolution pour l'industrie de la musique. C'est une attaque ou une remise en question, en tout cas. Il y a eu beaucoup de révolutions dans l'industrie de la musique, si on regarde depuis les 50 dernières années. Il y a eu la radio, puis après c'était le vinyle, puis après la cassette, puis après le CD. Le MP3 qui est arrivé. Le MP3, le streaming. À chaque fois, c'était une remise en cause. Mais en fait, à chaque fois, c'était une remise en cause de la distribution. C'est vrai. Là, c'est une remise en cause de la création. De la création. Ouais. Donc, une remise en cause pour les artistes fondamentale. Donc, c'est vraiment très important. Et vous parliez de la différenciation de Deezer. Deezer a un ADN, et vraiment, c'est dans l'entreprise. C'est les employés de Deezer qui sont comme ça, qui est de supporter l'industrie musicale. Beaucoup de décisions sont prises, pas seulement dans l'intérêt de Deezer, mais dans l'intérêt des artistes ou de l'industrie musicale. Et je pense que c'est ça qui explique qu'il y a uniquement Deezer qui aujourd'hui est transparent sur ce sujet, communique dessus et puis est transparent vis-à-vis des utilisateurs, parce que c'est une révolution fondamentale pour les artistes et qu'ils ont absolument besoin de comprendre ce qui se passe. Vous démonétisez les chansons qui sont fabriquées par l'IA, justement, pour, on va dire, démotiver tous ces fraudeurs qui posent des chansons sur votre plateforme? Alors, on est contre la fraude, on n'est pas contre l'IA. Et on est pour la transparence. Donc, si je fais ma chanson avec l'IA de manière tout à fait honnête, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle sera sur Deezer. Si vous arrivez à convaincre et vous avez des auditeurs qui veulent vous écouter, vous aurez la même rémunération que n'importe quel artiste. Il va y avoir ensuite tout un débat de savoir comment cet argent est distribué entre les applications qui ont créé ça, entre la personne qui a prompté, entre les artistes dont le catalogue a été utilisé pour entraîner ces algorithmes. Ça c'est des questions qui sont en discussion. Il n'y a pas encore de solution très claire. Ça va être costaud, la direction. Là, hein. Pardon ? Ça va être costaud, hein, les discussions. C'est des discussions, comme toujours, quand il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de parties prenantes, c'est pas facile. Et donc, pour l'instant, il y a une espèce de trou noir juridique, de flou juridique là-dessus? Oui, on peut appeler ça un flou juridique parce qu'en fait, qui est normal, c'est simple à comprendre. C'est-à-dire que la personne qui crée une chanson sur une app d'IA en mettant juste une phrase, on peut comprendre qu'elle ne devrait pas récupérer les droits d'auteur liés à cette chanson. Maintenant, si elle passe des semaines à modifier, à rajouter, à en fait enregistrer sa voix, la remettre dans l'app, rajouter sa guitare... À la fin, elle a créé quelque chose. Peut-être qu'elle n'a pas le droit à 100% des droits d'auteur. Mais elle a travaillé pour. Mais elle devrait en avoir une partie. Voilà. Et par contre, l'autre chose qui est aussi assez logique de comprendre, c'est que ces outils qui utilisent en fait le catalogue du monde entier, qui s'entraînent dessus, c'est des catalogues qui sont protégés par des droits. Quand ils créent quelque chose qui a de la valeur, ils devraient redistribuer une partie de cette valeur à ce catalogue. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc c'est aussi quelque chose qui doit arriver. Deezer va bien, je crois que vos derniers résultats financiers sont plutôt bons, vous gagnez des abonnés, enfin voilà, les indicateurs sont plutôt au vert. Comment se distinguer justement? Quelle est la recette, quelle est la réussite de Deezer et quelles sont vos recettes? On voit que Spotify, par exemple, j'ai vu ça aujourd'hui, ils accélèrent sur la lecture, par exemple. Ils offrent des livres numériques et puis ils veulent participer à la comment dirais-je, à la transformation de la lecture audio, à la vraie lecture, et on va pouvoir acheter des livres sur Spotify. On voit que voilà, ça part un peu dans tous les sens. C'est quoi votre roadmap là, pour les mois qui viennent? Vous allez essayer d'évoluer ou pas? Alors nous, c'est effectivement un peu une chance. On a des concurrents, alors même s'ils sont évidemment très, très puissants, qui font beaucoup d'autres choses, qui font partie d'un écosystème ou qui vont faire beaucoup d'autres produits. Là, Spotify, au départ, ne faisait pas partie d'un autre écosystème. Non, mais ils ne sont pas comme Apple ou Amazon, par exemple. Eux, par contre, ils ont décidé de se développer sur beaucoup d'autres produits. Oui. Ils ont fait un gros focus sur le podcast, maintenant les podcasts vidéo, maintenant les audiobooks. Donc nous, c'est un petit peu peut-être une autre chance parce que ça nous permet de continuer à nous développer sur la musique parce qu'en fait, il y a encore énormément de choses à faire. On a fait une app de streaming qui est fantastique, avec une super qualité audio, avec des algorithmes de recommandation qui sont toujours plus puissants. Maintenant, il y a tout un travail à faire pour redonner un peu le pouvoir à l'utilisateur sur ce qu'il écoute, sur les algorithmes qui deviennent quelque chose d'un peu anxiogène, pour donner plus de transparence sur les chansons IA. Donc ça, c'est au sein de l'app. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens ont envie d'un peu plus que juste écouter dans leur app. Et donc, pouvoir aussi participer à des concerts, participer à des festivals, rencontrer les artistes dans des concerts privés, c'est quelque chose qui leur apporte beaucoup. Donc, on a beaucoup développé ça avec le Deezer Club depuis 1 an. Okay. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont participé à ce club. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, les utilisateurs choisissent une marque pour les valeurs qu'elle représente.
Et en fait, le fait que Deezer soit très différencié comme l'acteur de la musique tech qui va supporter l'industrie, essayer de prendre en compte les problématiques qu'aujourd'hui cette industrie vit, supporter les artistes dans une rémunération plus juste pour ne pas se faire écraser par l'IA, c'est quelque chose qui, en fait, on s'aperçoit a beaucoup d'impact dans les utilisateurs et c'est pour ça que des gens vont choisir Deezer aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de la qualité sonore. On a vu que Spotify, pendant des années, était en retard sur la qualité sonore et remonté maintenant. Je crois qu'ils sont à votre niveau. On parle beaucoup aussi de Dolby Atmos, de choses comme ça, qui sont sur Apple Music ou sur Amazon. Vous n'avez pas de chanson, par exemple, vous n'avez pas d'accord avec Dolby. C'est une volonté ou ça peut venir Alors, ça peut venir. Nous, on est très focalisés sur nos utilisateurs. C'est pas une demande. C'est pas quelque chose qui ressort de la part de vos utilisateurs. Tout à fait. Ils n'ont pas encore perçu, en tout cas pas suffisamment perçu la vraie différence. Donc il y a évidemment un peu d'effet de marketing et d'annonce sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est pas du tout une demande. Donc il y a beaucoup d'autres sujets qui les intéressent plus. Notamment, quoi, par exemple notamment reprendre le contrôle. La transparence sur l'IA, c'est vraiment un sujet qui est vraiment dans la tête de tout le monde aujourd'hui. Reprendre le contrôle sur l'algorithme, pouvoir plus influencer ce que je veux, est-ce que je vais écouter plus des nouveautés, plus de mes coups de cœur, etc. Pas avoir des recommandations commerciales qui m'arrivent dans l'algorithme, savoir avoir une transparence là-dessus. Donc, c'est beaucoup de sujets sur lesquels on travaille, de continuer à améliorer cet algorithme, de donner la possibilité de choisir les sous-genres qu'on veut, etc., enlever des choses qu'on a déjà écoutées qu'on veut plus. Il y a un vrai sujet de bulle de recommandations qui nous enferment quelque part et dont les gens veulent sortir. Donc, c'est des choses qui touchent beaucoup plus de gens, si on regarde un peu la masse des gens qui sont dans le streaming. Et donc, ça fait partie de ces sujets sur lesquels on travaille plus. Et Dolby Atmos, pourquoi pas, si c'est quelque chose que les gens demandent, en fait. Voilà. Autre sujet qui est sensible, c'est le porte-monnaie des gens. Et c'est vrai qu'on voit que les applications de streaming musical augmentent régulièrement de 1 euro. Vous, ça fait un moment que vous n'avez pas augmenté, je crois. Est-ce que c'est une stratégie justement pour vous démarquer des autres ou est-ce que vous pensez que l'augmentation est inéluctable finalement et que de temps en temps il faudra rajouter 1 euro un abonnement de streaming musical? Je pense que l'augmentation sur le marché est inéluctable. La musique, c'est un produit qui est, par son histoire, qui était un problème de piraterie massive. Si on se remet en 2008-2009, quand les premières solutions ont été créées, les gens pensaient qu'on ne paierait plus pour la musique. L'industrie musicale était vraiment dans un état très compliqué. Et donc, le streaming a permis de sortir les gens de la piraterie. Et d'arrêter l'hémorragie. Et donc, il fallait une offre très attractive. Donc, 9,99, c'était le prix mensuel. C'est resté comme ça pendant 15 ans. Et c'est vrai que Deezer a été un des premiers à augmenter ce prix pour, encore une fois, dans une logique de supporter l'industrie musicale. Ça a été le premier à passer à 10,99 puis 11,99 pour un peu montrer que c'était possible, qu'en fait les utilisateurs, c'était une valeur tellement attractive d'avoir toute la musique du monde pour ce prix-là que les gens ne sont pas partis. Et donc, je pense que pour supporter l'industrie musicale, il faudra continuer à augmenter ce prix petit à petit. Après, évidemment, avec modération et quand on apporte suffisamment de valeur en plus pour que l'utilisateur pense qu'il en a pour son argent. Et donc, on n'a pas augmenté le prix parce qu'on l'a plutôt augmenté en premier. Donc, on trouvait ça bien pour nos utilisateurs de ne pas être, encore une fois, les premiers à augmenter les prix. Donc, on verra comment le marché... J'espère que vous resterez longtemps comme ça. Mais on a bien compris qu'effectivement, l'augmentation est inexorable du fait du coût de la vie, etc. Et puis, il faut qu'il y ait un modèle économique derrière. Oui, et puis il y a une inflation de 20% sur 15 ans, quoi. Merci beaucoup Alexis Lanternier. Merci beaucoup François. CEO de Deezer. Voilà, Deezer qui, vous l'avez compris, fait la chasse au titre. Ça ne vous empêche pas de les écouter, mais au moins vous savez ce que vous écoutez. Merci beaucoup. Ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis. Les replays, les podcasts vous attendent peut-être sur Deezer. Voilà, vous pouvez écouter Tech & Co sans doute. Et on se retrouve évidemment demain dès 19h30. Salut à tous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.